C'est le podcast AWS en français comme tous les vendredis matins. Vous pensez que le flux des nouveautés ralentit pendant les vacances? Eh bien non, au contraire, ça a même tendance à s'accélérer avec le Summit de New York qui a eu lieu la semaine passée, avec des nouveautés côté des agents Bedrock, avec un nouvel outil pour les développeurs, des nouveautés côté Lambda, et même une refonte du free tier. Je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Nous ne prenons pas de vacances, on sera disponible pour vous tous les vendredis matins, donc n'hésitez pas à nous emporter avec vous en vacances, de nous laisser un petit mot sur les réseaux sociaux pour nous dire où vous êtes, où vous nous écoutez, à la plage, à la montagne, ailleurs, si vous avez la chance de partir en vacances. Un plein de nouveautés, je les ai même pas comptées cette semaine parce qu'il y en a 4 grosses sur lesquelles j'ai envie de m'arrêter, je parlerai même pas des autres. Les 4 grosses, c'est quoi ? C'est d'abord et avant tout un nouveau système de tiers gratuit, le fameux free tier qui vous permet d'expérimenter, d'innover, de tester, d'apprendre les services AWS. Ça fait très longtemps que vous nous disiez oui mais moi je veux apprendre, mais ça veut dire que je dois ouvrir un compte, je dois mettre mon numéro de carte de crédit sur ce compte et si jamais je fais une erreur, eh bien ça va se retourner contre moi et je risque d'avoir une facture de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d'euros. Et puis il y a des pays aussi où vous n'avez pas accès facilement à des cartes de crédit et donc ça vous empêchait de pouvoir simplement apprendre des compétences pour obtenir un boulot. Eh bien on vous a entendu, finalement, il y a un nouveau free tier. Si vous ouvrez un nouveau compte, si vous créez un nouveau compte AWS depuis le 15 juillet, eh bien, vous avez le choix entre 2 modes de facturation. Un mode gratuit pour 6 mois ou un mode payant. Si vous rentrez dans le mode payant, il n'y a rien qui change. Vous avez toujours droit à certains services qui sont gratuits, comme le premier million d'invocations de Lambda, par exemple, ou les 5 premiers gigabytes de stockage sur S3. Ça ne change pas. Si vous choisissez le compte gratuit, le free tier, le nouveau free tier, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un compte avec un usage limité de services, une trentaine de services, tous les services de fondation que vous attendez, Bedrock, Lambda, Budget, IAM évidemment, S3, EC2, RDS, etc., etc., etc. Vous avez 100 € de crédit dès le sign-up. Et puis vous pouvez commencer à consommer ce compte. Donc ce compte n'est pas vraiment gratuit, on vous donne 100 € de crédit pour couvrir les coûts des services que vous allez utiliser. Si vous faites 5 actions, vous pouvez gagner 20 $ de crédit par action. Démarrer une instance EC2, démarrer une base de données RDS et l'arrêter juste après, créer une fonction Lambda, expérimenter avec l'API de Bedrock ou définir une configuration de budget dans AWS Budget. Ces 5 actions vous donnent 20 $ de crédit en plus. Donc au total, vous pouvez avoir 200 $ de crédit. 200 $ de crédit pendant 6 mois. Après 6 mois, le compte s'arrête ou alors quand vous n'avez plus de crédit, le compte s'arrête. À partir de ce moment-là, vous avez 3 mois pour le convertir en un compte payant, et c'est très simple, c'est quelques clics dans la souris, dans la console. Il faut évidemment à ce moment-là rentrer un moyen de facturation, une carte de crédit par exemple, et vous convertissez votre compte gratuit en compte payant. Ou au contraire, vous décidez que vous ne l'utiliserez plus, et après 3 mois, le compte est effacé, les données qui sont dans le compte sont effacées également. Rien ne vous empêche d'utiliser une autre adresse email évidemment, et d'ouvrir un autre compte et de recommencer ainsi. 6 mois, 200 $ de crédit, aucun risque de brûler votre carte de crédit parce que vous n'avez plus besoin de carte de crédit pour créer un compte AWS. Vous pouvez expérimenter, apprendre en toute sécurité et ça, c'est vraiment bien. Un nouvel outil pour les développeurs, un IDE, un Integrated Development Environment, comme on dit, qui vous permet de coder avec l'aide d'agents IA. Vous allez me dire, ok, il y a déjà Cursor, Windsurf, Z, il y a le plugin Amazon Q dans VS Code également. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent celui-là ? D'abord, il porte un joli nom, il s'appelle Kiro. C'est un fork de Visual Studio Code aussi, open source. Et enfin open source, de la version open source de Visual Studio Code, entendons-nous, et Kiro offre quelque chose d'unique que j'ai jamais vu dans les outils de développement qui permettent de faire de l'IA, du codage par IA. Il permet d'aller un peu plus loin que du vibe coding. Le vibe coding, vous savez, c'est cette tendance de dire je code avec des prompts en anglais
ou en français, et je laisse l'outil créer tout le code pour moi. Quand on fait ça sur des grands projets ou avec beaucoup de code, on arrive souvent à avoir un peu de spaghetti, de code qui est difficile à lire, difficile à comprendre, qui n'est pas nécessairement adapté à ce qu'on veut faire. Kiro a une option différente. Quand vous lui demandez de faire quelque chose, il va créer des requirements, des exigences pour quelque chose que vous voulez faire. Il va les générer, vous pouvez les modifier. Une fois que vous êtes d'accord sur les requirements, il va générer un design pour ces tâches. Structure de données, interface d'API. De nouveau, vous pouvez éditer, modifier ce fichier. Ensuite, sur base du design, il va créer une liste de tâches à faire et vous pouvez exécuter ces tâches une par une, voir où elles en sont, les mettre en queue, etc. pour qu'il implémente ces différentes fonctionnalités. Et quand on aide un agent d'IA comme ça à structurer sa pensée, à aller sur des tâches plus limitées, bien définies, bien décrites, eh bien les résultats sont surprenants. Derrière, il utilise Bedrock évidemment et les modèles Claude, Sonnet 4 et 3.7, je crois, vous pouvez choisir. Ces fichiers de requirements, de design et de tâches font partie de votre projet dans une directory Kiro. Vous pouvez les versionner, vous pouvez les partager dans votre équipe. À tout moment, vous pouvez les éditer et changer ainsi le code ou les documents downstream qui ont été générés. Et cette nouvelle approche qui amène un peu de rigueur de software engineering au plaisir du vibe coding, elle est radicalement différente et elle donne de très très bons résultats. Alors, la communauté a super bien accueilli Kiro depuis qu'on l'a lancé, c'était le 14 juillet la semaine passée, tellement bien que je peux pas vous donner des chiffres exacts, mais disons en 2 jours, en 48 heures, on a atteint notre espérance d'utilisation pour 6 mois. La conséquence, c'est que on n'a plus de quota sur Bedrock et Sonnet pour le moment. Et donc, on a dû mettre une liste d'attente. Si vous allez sur kiro.dev, vous pouvez plus télécharger l'outil. Vous devez passer par la liste d'attente. La liste d'attente a à peu près le même nombre de gens qui ont réussi à télécharger Kira dans les 48 premières heures, les 2 premiers jours. On va rajouter de la capacité aussi vite qu'on peut, et dès qu'on rajoute de la capacité, on laisse rentrer des gens dans la liste d'attente. Donc si vous l'avez déjà téléchargé les 2 premiers jours, continuez d'explorer, de nous donner vos feedbacks. C'est un produit en preview, il n'est pas encore définitif, il peut encore changer, il peut encore s'améliorer. Si vous êtes en liste d'attente, toutes nos excuses, on fait du mieux pour ajouter de la capacité dès que possible. Là, je vous l'ai dit, les réactions sur Reddit, sur Hacker News ont été très 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 positives, et nous sommes tous très excités de voir ce que vous allez construire avec cet outil-là. Donc du spec-driven développement, du développement généré ou conduit par les spécifications, en plus du vibe coding. Si vous avez envie de faire du vibe coding à l'ancienne, à la papa, vous pouvez évidemment le faire. Quoi vous dire encore de plus sur Kiro? Ah oui, c'est un fork, je vous ai dit, de la version open source de Visual Studio Code. Pour des raisons de licence de Microsoft, on ne peut pas taper dans la marketplace des plugins de Microsoft directement. Donc on tape dans la base de données de plugins qui s'appelle VSOS6 de tête, un peu comme le fait Cursor. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des plugins sont là, donc vous allez très vite vous retrouver à l'aise avec ce nouvel IDE si vous avez l'habitude d'utiliser Visual Studio Code. Ça s'appelle Kiro, c'est disponible gratuitement pendant la preview, il y aura un prix par utilisateur par mois après. J'ai déjà vu des prix circuler sur les réseaux sociaux, mais je pense pas que ça ait été annoncé officiellement par nous, donc je vais pas vous lire le prix pour les moments. Ce que j'ai vu était correct par rapport à ce que je sais, ça peut encore changer, c'est une période de preview, donc si vous les voyez, c'est cet ordre de grandeur là de toute façon dont on parle, qui est aligné avec la compétition. Sans surprise, Kiro.dev à vous ajouter dans la liste d'attente. Des nouveautés pour Lambda également, avec 2 nouveautés qui m'intéressent particulièrement. Une, c'est pour aller de la console AWS à votre IDE. Vous savez, souvent avec Lambda, on expérimente dans la console, on apprend, on teste, en tout cas pour les langages qui permettent de taper le code directement dans la console, comme Python et JavaScript, qui est l'immense majorité des fonctions Lambda qui sont là dans la nature. Et puis parfois, quand on devient un peu plus sérieux, on se dit, oh là, je devrais ramener ça dans mon IDE parce que je veux mettre des unit tests, je veux mettre de l'infrastructure as code autour, etc. Et jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Là maintenant, il y a un nouveau bouton Open in my IDE qui exporte tout ça
depuis la console AWS vers un projet que vous pourrez ouvrir avec Visual Studio Code. Et si vous avez le plugin AWS Toolkit installé, vous pouvez même redéployer en un clic sur votre fonction Lambda ou faire un invoke, comme vous pouvez déjà le faire d'ailleurs, depuis votre studio. Donc ça, c'est super pratique pour aller de la console à Visual Studio. Ce qui est encore plus pratique, je vous ai dit, vous pouvez faire un invoke, vous allez me dire, ok, c'est pas nouveau ça, mais maintenant, vous pouvez mettre un breakpoint dans le cloud. Et ça, c'est fantastique. Donc maintenant, je peux aller mettre un breakpoint dans mon code, dans Visual Studio Code, faire un invoke remote. La fonction va s'exécuter dans le cloud, pas en local, mais elle va s'arrêter. Vous pourrez inspecter les variables et aller step by step dans le code à partir de l'endroit où vous avez mis un breakpoint dans votre code. Alors évidemment, pour le moment, ça marche pas dans tous les langages. En fait, c'est 3 langages. C'est Python, c'est Node.js et c'est Java, avec le plan évidemment d'en ajouter plus. Il n'y a pas de coût additionnel pour ça, juste le coût d'exécution. C'est pas clair pour moi encore si on paye le temps d'arrêt à un breakpoint comme du temps d'exécution ou pas. J'essaierai de vous donner l'information dans un prochain épisode du podcast. L'avantage évidemment de faire du debugging remote comme ça, d'abord ça raccourcit les temps de déploiement fixe, etc. Mais votre fonction, elle peut tourner dans un VPC, donc elle a accès directement à vos bases de données et des choses comme ça. Donc vous ne devez plus, si vous le testez en local, avoir toute une infrastructure qui permet de faire un tunnel entre votre laptop et puis votre VPC pour accéder à des ressources privées. Maintenant, vous pouvez débugger directement dans le cloud et ça aussi, c'est très chouette. Bedrock a reçu un gros uplift également au New York Summit avec un nouveau composant qui s'appelle Agent Core. Vous avez peut-être déjà essayé de développer des agents d'IA. Peut-être que vos agents sont des clients de Bedrock, ils utilisent l'API Bedrock. Vos agents, ils utilisent des frameworks, et ça il y en a plein, hein. Il y a Llama Index, il y a LangGraph, il y a LangChain, il y a Crew AI, il y a Strengths, donc je vais reparler un tout petit peu, mais tout ce que nos clients nous disaient, c'est que c'est super difficile, une fois qu'on a des agents qui marchent, de les déployer à échelle, en toute sécurité, dans le cloud. Il faut de nouveau des environnements d'exécution, il faut de la sécurité, etc. Et beaucoup de nos clients passaient plus de temps finalement à mettre en place l'infrastructure pour exécuter leurs agents que à développer ou à tester des agents. Et ça nous rappelle quelque chose chez AWS. Ça nous rappelle EC2 où vous nous disiez il y a 20 ans la même chose. On passe plus de temps à mettre en place de l'infrastructure avec des VM qu'à déployer nos applications. Et s'il y a une chose qu'on peut bien faire, qu'on sait bien faire chez AWS, c'est d'enlever ce qu'on appelle en anglais le undifferentiated heavy lifting, donc toutes ces tâches sans différencement que tout le monde doit faire, quel que soit votre secteur d'activité et votre taille. Eh bien, Bedrock Agent Core, c'est exactement ça, c'est à Bedrock ce que EC2 était aux applications traditionnelles il y a 20 ans. C'est composé de 6 parties, 2, 4, 6, 7 parties. 7 parties. D'abord, un runtime, un environnement d'exécution pour vos agents. Pensez Lambda pour vos agents. Essentiellement, c'est ça. C'est une micro-VM avec un niveau d'isolation maximum, comme on le fait sur Lambda, pour tourner votre code d'agent, avec vos frameworks, avec vos modèles, etc. Il y a une fonction memory, parce que vos agents, d'une invocation à l'autre, ils ont besoin de persister de l'information, soit au sein d'une même session, soit entre plusieurs sessions, voire plusieurs agents, pour garder le contexte dans lequel ils s'exécutent. Donc il faut un stockage de données à long terme, entièrement sécurisé évidemment, uniquement accessible par votre agent. Ça, c'est Agent Core Memory. Ensuite, vos agents, ils ont besoin d'un minimum de gestion d'identité. Ils doivent pouvoir stocker des tokens hôtes qui représentent l'utilisateur. Il faut éventuellement rafraîchir ces tokens. Il faut inclure ces tokens avec des requêtes quand il y a des requêtes qui sont faites à des systèmes tiers comme des API. Donc, il faut un système d'identité pour vos agents. Ça, c'est Agent Core Identity. Ensuite, vos agents, ils vont parler, ils vont appeler des API, ils vont peut-être appeler des outils MCP. Eh bien, il y a un des composants s'appelle Agent Core Gateway qui permet de transformer n'importe quelle API, externe ou interne, ou n'importe quelle fonction lambda AWS, quand je dis interne ou externe, c'est des API sur Internet ou au sein d'AWS, dans des outils. Donc ça expose n'importe quelle API comme un outil MCP, comme un MCP serveur que vous pouvez
utiliser dans votre agent. Ça, c'est Agent Core Gateway qui permet à vos agents de communiquer avec le monde extérieur. À propos d'outils, on vous fournit 2 outils. Agent Core Browser, qui est un navigateur qui vous permet d'écrire un agent qui va démarrer le navigateur, se connecter à un site web et prendre des actions sur ce site web. Par exemple, cliquer là et là et là et faire une réservation, au cas où il n'y a pas d'API. Et puis un autre outil qui s'appelle Code Interpreter qui vous permet d'exécuter du code en toute sécurité dans un environnement complètement isolé. Enfin, le dernier outil, c'est pour savoir ce qui se passe dans vos agents. Vous avez besoin de visibilité, donc c'est un outil d'observabilité qui vous permet de la visualisation étape par étape des différentes exécutions de vos agents avec du tagging de métadonnées, du scoring, de l'inspection, du X-ray, du troubleshooting, du debugging, etc. Tout ce que vous avez besoin pour monitorer et observer vos agents at scale. Si vous développez des agents avec un framework quel qu'il soit et que vous cherchez un environnement d'exécution pour hoster en toute sécurité et à l'échelle ces agents, regardez Amazon Bedrock Agent Core. Enfin, pour terminer, je voulais juste donner un lien vers un blog post en français écrit par mon collègue Olivier Leplus qui justement explique comment développer des agents avec un framework Python qu'on a lancé il y a quelques semaines et je pense dont je vous ai déjà parlé dans le podcast AWS en français. Ça s'appelle Strands. C'est un framework qui permet en 2 lignes de code de coder un agent simple, Hello World, qui permet de générer des serveurs MCP automatiquement, qui permet d'appeler des modèles MCP, qui n'est pas limité à Bedrock. Vous pouvez utiliser des modèles soit locaux via Ollama, vous pouvez utiliser OpenAI, ChatGPT également comme modèle, ou évidemment des modèles hostés sous Bedrock. C'est un framework super puissant, entièrement en open source, avec lequel vous allez pouvoir vous amuser pendant les vacances. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français, concentré sur essentiellement 4 nouveautés: le nouveau free tier, Kiro.dev, l'outil de développement avec un agent IA, des nouveautés pour faire du debug de nos fonctions lambda dans le cloud, et puis Amazon Bedrock Agent Core pour hoster l'infrastructure dont vous avez besoin pour hoster vos agents d'IA. J'espère que vous profitez bien de cette période estivale, que vous nous écoutez quand vous êtes en vacances également. Continuez de parler du podcast AWS à vos amis, à vos collègues autour de vous. C'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. Merci d'avoir écouté cet épisode en français jusqu'au bout. On va se retrouver la semaine prochaine, ça sera vendredi, pour un nouvel épisode. On parlera de gestion de machines Windows à grande échelle. Comment je fais pour gérer des parcs de machines Windows? Qu'est-ce qui est un peu différent dans la gestion des machines Windows par rapport aux machines Linux? Ça sera pour la semaine prochaine, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.